Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui dans ce nouveau top, d'ailleurs, année 2002, Hollywood a produit peut-être le plus mauvais Star Wars pour beaucoup, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo, mais alors, tellement de bons films. Tellement de bons films. Je redis encore, on parle toujours des mêmes années 80, 90, tout ça, mais c'est vrai qu'on oublie quand même dans les années 2000. Oh la vache, il y avait tellement de bons films et c'est ce qu'on va voir évidemment dans cette vidéo. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Je vais faire quoi moi? Tommy c'est un méchant, c'est de la mauvaise graine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le bute? Ça serait pas une mauvaise idée. Mais avant, on se retrouve ce soir les amis, exclusivement sur Twitch, sur la chaîne Twitch. Venez vous abonner, je vous mets le lien comme d'habitude en description et en commentaire épinglé pour que vous puissiez le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Ce soir, ce sera non pas des Oscars, mais peut-être, ah oui peut-être, des Golden Globes, nous verrons. Et ce sera encore autre chose, ce sera encore un autre niveau de difficulté, vous verrez, mais ce sera toujours très sympa, on va se marrer, on va rigoler, et on va se raconter beaucoup de conneries. Alors, venez nombreux ce soir à partir de 21h, et ce jusqu'à 23h, je compte sur vous comme d'habitude. Donc on attaque ce top tout de suite en commençant par le plus mauvais film de cette liste, je suis désolé, et ce sera Star Wars, et oui. Donc ce sera évidemment l'attaque des clones. Est-ce que c'est le moins bon Star Wars? Pour moi, oui. Mais finalement assez essentiel par rapport à cette histoire d'amour qui est mise en avant d'ailleurs sur l'affiche. Rappelez-vous, on voit Padmé et Anakin en avant et c'est pas évidemment un hasard puisque ça va déterminer cette histoire-là, ça va déterminer ce qui va se passer dans la revanche des Sith et notamment ce qui va déterminer de pourquoi il va devenir Dark Vador en fait. Voilà. C'est parce que, en fait, cette histoire d'amour fusionnelle va être le début du fait que Anakin va ressentir ce truc de elle va mourir, etc. Il faut que je la sauve. Et c'est ce qui va lui amener, c'est ce qui va l'amener plutôt à devenir donc le méchant qui va devenir plus tard. Voilà. Et aussi, évidemment, nous raconter cette création d'armée des clones qui va être évidemment essentielle, encore une fois, par rapport au volet d'après, puisque on sait que cette armée de clones qui sont au départ avec les Jedi va finir par se retourner contre eux et que les Jedi ne voient absolument rien à ce qui se passe. Donc c'est évidemment un épisode de transition qui n'est pas des plus intéressants parce qu'il y a toujours cette première partie quand même qui est hyper laborieuse avec l'histoire de l'enquête de Obi-Wan. Bon, c'est hyper chiant, honnêtement. Toute cette première partie est super relou. L'histoire d'amour, pour moi, elle est plutôt bien racontée parce que tu sens vraiment un truc très 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 tourmenté et qui finira pas très très bien. Et ensuite, évidemment, cette armée des clones. Mais c'est vrai qu'il faut se taper quand même cette première partie qui est quand même pas très très intéressante. Mais mine de rien, il va quand même rapporter 645 millions de dollars. Bon, évidemment, c'est Star Wars, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est moins bien que La Menace Fantôme. Et les gens commencent à dire que cette prélogie est archi décevante. Pour moi, non, elle n'a jamais été décevante parce qu'elle est essentielle pour comprendre évidemment la trilogie originale, même si je préférais toujours évidemment la trilogie originale, ça y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, c'est quand même si c'est un épisode de transition, un épisode important, mais c'est vrai qu'en termes de mise en scène et de direction d'acteurs, on va dire que c'est quand même pas le haut du panier de cette année 2002. En 9e position, j'ai envie de mettre 8 Miles, donc avec Eminem dedans. Et oui, on va parler de rap un peu, mais attention, de manière assez subtile, puisque c'est Curtis Hanson qui se charge de la réal. Et là, on va raconter, alors oui, on pourrait dire une partie de la vie d'Eminem, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté un peu autobiographique, mais où on va changer quand même beaucoup de choses pour les besoins du scénario. Mais au moins, c'est vrai que c'est un film raconté avec énormément de sincérité. On voit les rapports qu'il a avec sa mère, les rapports tumultueux. Donc sa mère jouée par Kim Basinger, qui là vraiment joue, voilà, elle défonce quoi. Elle avait défoncé dans le film d'avant de Curtis Hanson, donc LA Confidential. Et là, on voit bien que bon, ça continue quoi. C'est vraiment énorme. La BO qui est exceptionnelle, limite, elle est peut-être plus marquante que le film. Et les bad
battles de rap et compagnie. Alors, ce qui est intéressant dans 8 Mile, je trouve, c'est que c'est pas forcément une success story racontée comme d'habitude dans les films hollywoodiens, c'est-à-dire genre on est dans la merde et progressivement on arrive à accéder au bonheur total, ça y est on change de vie, je suis pas connu puis je deviens très connu. Bon, c'est pas 8 Mile, c'est vraiment plus subtil que ça. C'est pas que je suis contre ce genre de success story, mais là vraiment on est dans autre chose. Alors je vous raconte pas la fin pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais c'est vraiment plus subtil que ça. Alors on va nous raconter aussi la vie à Détroit, les galères, etc. Donc il y a vraiment un côté très authentique. Et puis alors il y a pas de côté, si tu veux, gangsta rap. Et finalement on ressort un film assez juste, qui se la pète pas. Et Eminem est vraiment, enfin pour le coup, il est vraiment assez bluffant quoi, même en termes de comédien. Je trouve que ça va, il s'en sort bien, on aurait pu craindre le pire, et honnêtement il s'en sort très bien. Alors c'est un film finalement qui va quand même bien marcher pour le film que c'est 242 millions de dollars au box-office, donc c'est un beau succès quand même pour ce film. Il faut dire qu'à l'époque, Eminem il est au sommet de sa gloire, donc forcément ça rapporte ça. Voilà, en tout cas en 9e position, 8 Miles. Magnificent view. It is, isn't it? On November 22nd, everything you know about Bond will be turned upside down. Let's get down to business. Voila! No, you're cleverer than you look. Still better than looking cleverer than you are. Pierce Brosnan. So I left you in an explosive situation. Don't blow it all at once. Die Another Day, rated PG-13, starts Friday, November 22nd in theaters everywhere. En 8e position, Frida avec Salma Hayek. Alors là, c'est incroyable parce que c'est le film où Salma Hayek va montrer qu'elle est autre chose qu'une poupée. Qu'elle est autre chose qu'une meuf archi sexy dans Une nuit en enfer, dans Desperado, dans tout ça. Bon, alors, elle va péter son image. Là, c'est vraiment une volonté de péter son image pour aller vraiment vers autre chose. Et le truc, c'est qu'elle en est vraiment capable. Et vous allez comprendre pourquoi, au-delà de la presta de Salma Hayek, c'est un très bon film. Alors, Frida retrace la vie mouvementée donc de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son œuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa bisexualité. Le film se concentre également sur les relations tumultueuses donc de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, joué vraiment de manière absolument magistrale par Alfred Molina, et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotsky. Et voilà pourquoi, en fait, tu comprends que ça va être un super bon film. Parce que quand tu fais un biopic, tu peux pas raconter un biopic sur quelqu'un qui a une vie plate. Bon, ça se fait pas au cinéma. Je veux dire, voilà, au cinéma, si tu veux raconter un biopic, il faut vraiment beaucoup de rebondissements. Et c'est exactement le cas par rapport au pitch que je t'ai lu. C'est exactement le cas par rapport à la vie de Frida Kahlo. Donc forcément, ça donne quelque chose de très intéressant. Du coup, des rebondissements sur sa vie sentimentale, le rapport qu'elle a avec la peinture, la vie, la mort, qu'elle travaille en peinture également, ça c'est vachement bien. Donc je reviens aussi sur la prestation de Salma Hayek, qui est pas forcément très jolie dans ce film, honnêtement. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est ce que je te dis, elle a vraiment pété son image de bimbo sexy et compagnie, pour revenir à quelque chose de vachement plus authentique, donc c'est hyper intéressant par rapport à ça. Elle est nommée à l'Oscar pour ce rôle, elle ne va pas l'avoir, elle l'aurait mérité pour moi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et surtout, une mise en scène assez inspirée, malgré, c'est vrai, parfois un peu le côté académique de la chose, mais il va y avoir quelques fulgurances de mise en scène, notamment quand ça mélange prise de vue réelle et peinture, pour bien mettre en avant toutes les idées qu'elle avait dans la tête, les idées bizarres des fois qu'elle avait dans la tête. Donc c'est un film super intéressant. Il y a Geoffrey Rush aussi qui joue dedans. Si vous l'avez pas vu, alors c'est un petit film, ça va pas rapporter des milliards et des milliards, ça c'est sûr. Mais c'est un petit film, mais qui est bien raconté, bien efficace, emmené par une Salma Hayek quand même assez, je dirais même très convaincante. Et on se dit, tiens, c'est dommage qu'elle n'ait pas continué aussi dans ce genre de registre, c'est-à-dire où elle pète vraiment son image, parce qu'après elle va revenir à plus de trucs qu'elle faisait avant, quoi. Bon, mais en tout cas, voilà, Frida en 8e position. Adaptation is the most critically acclaimed movie of the year, and now it's nominated for 6 Golden Globes, including Best Picture. Nicolas Cage, Meryl Streep, and Chris Cooper. Adaptation, rated R. Now playing in select cities, starts Friday. En 7e position, Simone. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Simone, c'est un film avec Al Pacino et un film d'Andrew Niccol. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est clairement, encore une fois, un film totalement avant-gardiste. Andrew Niccol, quand il signe un scénario, à chaque fois c'est avant-gardiste. Donc quand il signe le scénario de Truman Show, c'est avant-gardiste.
mais à la différence de Simone, qui est aussi très avant-gardiste, il va pas rencontrer le public. Alors, tout ça pourquoi ? Parce que finalement, dans ce film Simone, qu'il réalise, il va parler de l'IA et d'une fake actrice, d'une actrice complètement fausse, utilisée évidemment par l'industrie cinématographique. Alors ça parle de quoi ? Victor, donc joué par Al Pacino, reçoit Simulation One, avec donc ça donne la contraction Simone, un logiciel révolutionnaire provenant d'un fan, un informaticien génial. Ce programme permet à l'aide d'un simple clic de souris d'animer à l'écran une actrice virtuelle au réalisme confondant, donc Simone. Il lui vient alors une idée de génie, utiliser les possibilités offertes par ce logiciel pour terminer son film. Rapidement, la jeune femme séduit les foules et Victor renoue avec le succès. Voilà. Donc, en gros, quand je te dis ça, c'est tellement ce qu'on vit en 2025. Le film date de 2002. Et il faut savoir que actuellement, tu as un studio, alors qui n'est pas américain, hein, c'est je crois d'un pays européen, un studio qui, oui, a inventé, pareil, une actrice virtuelle. Ça a été révélé cette année. Et le pire là-dedans, c'est que évidemment, tu as des studios américains qui voudraient un peu s'emparer de la chose. Voilà où on en est. Alors, on n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant, mais c'est exactement ce dont te parle Simone de Andrew Niccol. Voilà. Al Pacino, évidemment, est magistral, mais le film ne rencontre pas son public à l'époque, trop en avance. C'est un 19 millions de dollars de rapporté, donc c'est vraiment pas beaucoup pour le film que c'est, parce que c'est quand même un film moins bien raconté qu'un Truman Show, oui, mais voilà, qui est tellement pertinent sur le fond, et même sur la forme d'ailleurs, que ça aurait mérité plus. Mais voilà, 19 millions de dollars, ça rencontre pas son public, trop en avance. Les gens en 2002 ne croient pas à cette histoire, pour la plupart complètement farfelue, où ils disent mais non, mais ça n'existera jamais, de mettre une actrice comme ça, machin, ça ne pourra jamais exister. Et le fait est que 20 ans plus tard, quasiment 25 ans plus tard, on en est là. Voilà. Donc si vous l'avez pas vu, c'est quand même un film très pertinent. Regardez-le parce que ça vaut vraiment le coup. En 6e position, un film de Spike Lee et qui s'appelle La 25e heure. Alors là, c'est peut-être un de ses meilleurs films d'ailleurs, sur le traumatisme post-11 septembre. Alors ça va raconter en gros les dernières heures de liberté de Monty, donc joué par Edward Norton, qui va purger une peine de 7 ans de prison, et on va suivre évidemment sa dernière journée de liberté qu'il va passer entre ses amis d'enfance, sa petite amie, donc jouée par Rosario Dawson, et ainsi que son père. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est hyper touchant ce film, hein, vraiment. C'est pas un film d'action, c'est pas un film où il se passe énormément de choses, mais je sais pas, il y a vraiment cette atmosphère comme ça new-yorkaise, avec ce personnage qui est complètement désabusé un peu de tout et qui essaye de vivre ses dernières heures là, de liberté comme il peut. Et c'est vrai que Spike Lee va en profiter aussi un petit peu pour démonter la société new-yorkaise. Tout le monde en prend pour son grade, hein, de toute façon. Les bourgeois, les golden boys, les pauvres, les islamistes, les Ben Laden, les tout ce que tu veux, tout y passe. Et c'est, je dirais, assez jouissif. Parce que, encore une fois, il fait un état des lieux, il balance une cartographie comme ça du traumatisme post-11 septembre et de voir comment vit la population new-yorkaise par rapport à ça. Alors, à noter quand même que c'est un des rares films où le héros, ou l'anti-héros, comme on voudra, est un blanc chez Spike Lee. C'est très, très rare. En général, il fait des films, oui, où c'est les Afro-Américains qui sont mis en valeur. Moi, j'adore, hein, ça m'empêche pas de kiffer. Et Spike Lee, c'est vraiment un de mes cinéastes préférés. Mais voilà, là, pour le coup, ça va changer. Alors voilà, il va mettre Edward Norton, tout ça, en avant. Il va même y avoir Philip Seymour Hoffman. Il change un peu sa grammaire cinématographique, on va dire, Spike Lee. Et franchement, ça donne un pur chef-d'œuvre, quoi. Alors évidemment, c'est un petit film, c'est 23 millions de rapportés. Mais si vous l'avez pas vu, bien évidemment, c'est à voir absolument. For years, the signs have been appearing. On August 15th, their meaning will be revealed. Mel Gibson, M. Night Shyamalan's Signs. There's a monster outside my room. Can I have a glass of water? En 5e position, un film, j'aurais cru jamais ça aurait pu se faire. Et le jour où je suis rentré dans la salle pour voir ce film, je me dis c'est pas possible, ça va être un ratage. Et non, c'est Spider-Man, réalisé par Sam Raimi, qui sort donc en 2002. Et la claque. La claque incroyable qu'on se prend dans la tronche tous autant qu'on est.
Quel amour pour le comics de base, bien évidemment. Sam Raimi, il est complètement chez lui, alors quand même qu'il sort plus ou moins du cinéma d'horreur, même s'il n'a pas fait que ça, mais quand même, sa marque de fabrique, c'est le cinéma d'horreur. Ça virevolte dans tous les sens, sa caméra, elle se balade où elle veut. Alors tout ça est emmené aussi par un score de Danny Elfman, mais tellement inspiré. C'est-à-dire que en plus, il arrive, Danny Elfman, là, à se dépasser parce qu'il quitte un peu, si tu veux, les bandes originales très tourmentées de chez Tim Burton pour en faire quelque chose, là, chez Sam Raimi, de beaucoup plus positif, bien évidemment. Et il y a 0 temps mort. Une origin story, mais totalement maîtrisée. En plus, mélangée à l'intrigue principale, parce qu'il faut bien raconter quelque chose, on peut pas juste mettre une origin story avec le bouffon vert. C'est pas forcément l'ennemi que je préfère de la trilogie Spider-Man, mais disons que c'est une bonne entrée en matière. Et surtout, je le redis, ce mélange d'arriver comme ça à balancer cette origin story de manière aussi convaincante que ça, et que ce soit pas ennuyeux, et en même temps de te raconter ce qui va se passer, non mais c'est vraiment exceptionnel. Le couple Peter Parker, Mary Jane, il est absolument fabuleux, il est trop touchant, t'as envie qu'ils soient ensemble, enfin c'est un truc de fou. Je veux dire, l'alchimie entre les deux acteurs, elle fonctionne mais parfaitement bien, et évidemment, succès mérité, c'est comme ça. 804 millions de dollars de rapportés, alors je crois pas que ce soit le film qui a rapporté le plus, mais voilà, film de super-héros, alors qu'avant on avait eu les X-Men et tout, mais qu'on rapportait quand même un peu moins. Le Spider-Man, c'est le film dont tout le monde rêvait. On avait envie de voir évidemment une superbe adaptation de Spider-Man et de voir ce que ça pouvait donner. Il était question de James Cameron avant. Bon là Sam Raimi il s'empare du truc et ça défonce tout. Voilà ce que ça donne quand on prend non pas un yes man mais un réal inspiré, un réal qui connaît sa base, il connaît bien le comics, ça se voit qu'il a un amour pour ça, et surtout, en plus, c'est un grand réal, quoi, c'est tout. Et quand tu fais tout ça, ça aboutit à des grosses masterclass comme Spider-Man, et ça va se prolonger avec le 2 et le 3. En 4e position, Photo Obsession, et j'ose le dire, c'est le meilleur rôle dramatique de Robin Williams. Oui, je sais. C'est dur parce qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais non, c'est le Cercle des Poètes Disparus. » tout. Alors oui, même je pourrais le mettre à égalité parce que c'est vrai que moi j'aime trop le Cercle des Poètes Disparus, je peux pas m'en passer. Mais là-dessus, il va jouer encore sur autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être le meilleur rôle parce qu'il va faire parler, là, Robin Williams, sa part la plus inquiétante, sa part la plus glauque, mais que tu n'aurais jamais soupçonné. C'est-à-dire que là, dire que Robin Williams fait peur, oui, tu peux le dire. Il fait peur. Il y a des plans où vraiment il fait flipper. Alors de quoi ça parle Photo Obsession ? Le film suit Seymour Parish qui est employé dans un laboratoire de développement de photos d'un centre commercial. Il a l'habitude de voir défiler clients et photos de famille. Son travail est méticuleux, exempt de reproches. La vie privée de ses clients s'étale au grand jour sur sa visionneuse. L'une d'elles l'intéresse jusqu'à l'obsession, celle donc de la famille Yorkin, des parents jeunes, sans histoire, un enfant adorable, une belle maison. Et alors il se fait pour lui-même des doubles de chacun de leurs tirages. Donc il est solitaire, t'auras compris qu'évidemment il n'a pas de famille, il est seul et compagnie, il n'a pas d'amis, machin, bon bref, c'est un peu la misère. Et à ses yeux, les Yorkin, en fait, cette famille, sont la famille qu'il aurait rêvé d'avoir, une famille parfaite. Et donc à partir de là, va évidemment en découler un thriller pour le coup qui fait vraiment peur. Voilà, c'est-à-dire ambiance extrêmement pesante, film qui ferait vraiment peur là pour le coup, sans utiliser tous les artifices relous des films d'horreur qu'on a l'habitude de voir dans tous les films à la con. Voilà. Je ne sais pas comment il a fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un film d'horreur. Très clairement, c'est un thriller psychologique et tout ce que tu veux, mais il y a vraiment des fois. T'as vraiment l'impression que c'est un film d'horreur. Je peux pas t'en dire plus parce que c'est au détour de certains plans, certaines scènes. Et alors, je le redis, Robin Williams, il est mais magistral parce qu'on parle aussi beaucoup, je crois que c'est la même année d'Insomnia de Christopher Nolan, mais il n'est pas aussi bon, il n'est pas aussi convaincant. Là, il est vraiment exceptionnel et je ne comprends pas qu'il ait pas reçu un Oscar. Alors évidemment, c'est peut-être parce que le film, bon, c'est un petit film, c'est un petit budget et qu'il n'a pas pu, faire un espèce de lobbying incroyable pour recevoir des Oscars. Bon, on s'en doute. Mais c'est tellement dommage parce que franchement, il aurait mérité. Alors, c'est 52 millions de rapportés pour un budget de 12 millions, donc c'est finalement pas mal pour un film qui a pas eu beaucoup de promos, qu'on avait vu à l'époque, je me souviens, je l'avais même pas vu en salle, on l'avait vu à l'époque comme ça, un peu à l'arrache. Honnêtement, voilà, et qu'est-ce que j'ai pas regretté, quoi. C'est vraiment un très très bon film, si vous avez l'occasion de le voir, honnêtement. Un des meilleurs films de Robin Williams, donc Photo Obsession, que je mets carrément en 4e position. In a city ruled by fear, a stranger to the streets. His name's Amsterdam. Amsterdam? I'm New York. Is up against the man who owns them. Everybody owes, everybody pays.
challenge. Winner of 2 Golden Globe Awards, including Best Director Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz. Gangs of New York. En troisième, Le Pianiste, réalisé donc par Roman Polanski. Alors c'est un film souvent évidemment que je vais comparer à La Liste de Schindler. Je préférais toujours La Liste de Schindler, ça c'est très clair. Mais je pense que c'est un film extrêmement important, Le Pianiste, par rapport notamment au Devoir de mémoire dont je parlais justement il y a quelques vidéos quand on parlait du Bataclan et tout ça, et comment montrer l'horreur. C'est-à-dire que ça va exactement à l'inverse de ce que je dénonçais dans les vidéos d'avant. C'est-à-dire que maintenant, tu fais des vidéos sur le terrorisme, sur le Bataclan, tout ça, tu montres rien en fait, tu montres juste le traumatisme, machin. Alors que Polanski et Spielberg, ils ont pris vraiment ce parti pris de montrer les choses de l'intérieur, et c'est pour ça que Le Pianiste, ça en fait évidemment une œuvre indispensable. Alors durant la Seconde Guerre mondiale, Spilsman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand qui apprécie sa musique l'aide et lui permet de survivre. Alors évidemment, oui, on va toujours comparer un peu à Schindler, mais sauf que la grosse différence, c'est que Polanski, on connaît son cinéma, il est quand même assez éloigné de celui de Steven Spielberg, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins onirique, il est beaucoup moins positif même. Il y a toujours cette lueur d'espoir chez Spielberg en fin de film, que là, il n'y aura pas forcément, enfin disons que ça va beaucoup se nuancer, et il va faire, oui, peut-être dans le plus trash, plus dans l'horreur, évidemment. Mais la grande force du pianiste, c'est de mélanger, je ne sais pas comment il fait, de mélanger la musique, puisqu'on parle de pianiste quand même, de mélanger cette notion de musique à l'horreur absolue des ghettos, évidemment. Et ça donne évidemment une masterclass comme Le Pianiste, Adrien Brody qui va se prendre quand même l'Oscar du meilleur acteur, le film qui va se prendre la Palme d'Or au Festival de Cannes, mais c'est tellement mérité. Et il va gagner Polanski meilleur réalisateur aux Oscars. Voilà. Donc évidemment, Le Pianiste, ne serait-ce que par rapport, oui, au Devoir de mémoire, mais ça veut pas dire juste que c'est un film chiant ou je sais pas quoi. Et donc, oui, pour se rappeler, non, c'est vraiment un film haletant, très fort, et qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Mais un peu comme La Liste de Schindler, je pense que ce sont vraiment des films indispensables. All I know is about tonight. And tonight, you're my wish. Remember the first time? I want to show you something. On March 18th, I found you. fear You leave him alone! Why is she doing this? comes full circle. Look at me. Mommy! I'm not your mommy. The Rain 2, rated PG-13, starts Friday, March 18th. En deuxième position, bien évidemment, on revient encore sur Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours. Alors, Les Deux Tours, bon, Peter Jackson, il fait encore un chef-d'œuvre après le premier. On pensait avoir tout vu avec le premier, mais non, il va te dire, bah non, je vais faire encore mieux. C'est vrai que c'est déjà vu beaucoup dans l'histoire d'Hollywood que les deux sont supérieurs au premier. Moi, je les mettrais quasi sur un pied d'égalité en termes artistiques et de fond, même si évidemment on avance vraiment dans l'histoire. Mais le fait à noter, qui est exceptionnel avec Les Deux Tours, c'est en termes de chiffres au box-office. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, il va dépasser le premier. Alors, c'est déjà arrivé que les seconds dépassent le premier, mais très rarement quand même. Quand on voit même, je sais pas, l'Empire contre-attaque, ça n'a pas dépassé les recettes du premier. Bon, voilà. L'Attaque des clones, ça n'a pas dépassé les recettes du premier, et je peux te prendre plein de sagas comme ça qui ne dépassent pas les recettes du premier. Et ben Les Deux Tours va faire 923 millions de dollars au box-office, et donc ça fait plus que le premier, puisque je vois que le premier c'était 800 millions. Voilà. Donc, exceptionnel, et finalement, ça leur a donné raison par rapport à ce projet, c'est-à-dire en fait de sortir un film par an, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un film par an, et donc de se dire, on a tellement confiance en notre projet qu'on va le faire comme ça. 2001, c'est La Communauté de l'Anneau, 2002, c'est Les Deux Tours, et 2003, ce sera Le Retour du Roi. Et on se dit, quand on regarde Les Deux Tours, mais comment, parce qu'on sait qu'il va y avoir un troisième volet, et donc on se dit, mais comment il va faire mieux que ça, quoi ? Est-ce qu'il peut faire mieux que Les Deux Tours ? On en parlera au prochain top, voilà, avec Le Retour du Roi. Mais c'est exceptionnel ce qu'il fait. Il y a toujours un truc où on se dit, mais comment il fait ? C'est pas possible, je n'arrive pas à croire ce que je vois. C'est-à-dire, je n'arrive pas à croire qu'il arrive à transposer Tolkien
Comme si c'était très facile en fait. C'est là où c'est complètement exceptionnel. Donc voilà, les deux tours en tout cas, je le mets en deuxième position. Et le meilleur film de l'année pour moi, 2002, c'est un film de Steven Spielberg, là pour le coup, Minority Report. Alors ce n'est pas le meilleur film de Spielberg, mais c'est un des meilleurs films de Spielberg parce que adapter Philippe K. Dick, c'est très difficile. Alors je dis pas qu'il y en a qui n'ont pas réussi, hein, quelques-uns qui ont réussi, et d'autres qui sont pétés la gueule. Et Spielberg fait partie évidemment de ces cinéastes qui ne se cassent pas la gueule là-dessus, et qui fait clairement un des meilleurs films de science-fiction all-time, j'ose le dire. Un futur sombre, évidemment emmené par la photographie de Janusz Kaminski, qui va sublimer tout ça, enfin en gros qui va renforcer l'aspect sombre, glauque de ce futur où t'as pas envie d'y vivre, quoi. Ton angoissant, dépressif, enfin bon bref, c'est quand même fou, mais tout en te racontant une aventure mais extraordinaire. Avec ce Tom Cruise qui va se retrouver totalement traqué, chassé, pourchassé, il est complètement habité par son rôle, Tom Cruise là, encore une fois. Bon, il montre encore que c'est un acteur incroyable. Et il faut savoir que c'est Tom Cruise qui avait lu la nouvelle durant le tournage de Eyes Wide Shut et qui aura l'idée du projet Minority Report et donc d'en parler évidemment à Steven Spielberg. Donc l'association, si tu veux, Tom Cruise, Steven Spielberg, forcément ça pouvait faire que des étincelles, même si peut-être dans la nouvelle de base, le personnage n'avait pas forcément le physique de beau gosse de Tom Cruise. Mais bon bref, c'est comme ça, en tout cas ça le fait, et parce que Tom Cruise est un suffisamment bon acteur pour évidemment faire oublier juste une plastique sympathique. Et ça marche, le pire c'est que ce film marche. Alors que, je te dis, film de science-fiction assez angoissant et tout ça, mais 358 millions de rapportés au box-office, c'est beau quand même pour un film aussi dépressif et anxiogène qu'est Minority Report, fallait le faire quand même. Bon, en tout cas, voilà, c'est évident que Minority Report ne pouvait pas ne pas figurer sur ce top et surtout ne pas se retrouver en première position, et c'est pour ça que je le mets à cette place-là. Dites-moi dans les commentaires maintenant ce que vous auriez mis vous aussi comme film, si vous en auriez rajouté, peut-être que j'en ai oublié des essentiels pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!